Wilfried. Bienvenue au bistrot du théâtre. Je vous passe devant pour vous ouvrir la porte. Venez vous installer donc ici pour ce café politique. Vous êtes le premier élu du MoDem à venir participer à cette émission, 26e numéro, premier élu du MoDem. Vous êtes le président du MoDem dans le département, également élu conseiller régional d'Île-de-France dans la majorité, aux côtés de Valérie Pécresse, et puis aussi conseiller municipal à Jumeauville. De tout ça, on va en parler au cours de cette émission. Tout d'abord, concernant la délégation des Yvelines, le bureau a été reconduit récemment. Est-ce que vous êtes satisfait de vos premières années de présidence? Ça représente quoi le MoDem aujourd'hui, en termes d'adhérents, en termes d'élus sur le département? En termes d'adhérents, on tourne aux alentours entre 6 et 700 selon les renouvellements. On a beaucoup de gens qui sont dans le fond, qui travaillent beaucoup le fond. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut les lancer sur des pistes et sur des sujets et ils vont faire des rendus vraiment, ils vont aller au bout des choses. Ça c'est vraiment intéressant. Après les points qu'il faut qu'on travaille, c'est notre visibilité sur le terrain. Donc là on va travailler énormément là-dessus dans les 2 années qui viennent, notamment en investissant un peu plus les marchés, mais sur des sujets bien précis. On avait fait une opération comme ça d'ailleurs quand il y a eu la réforme du collège qui est sortie. On avait fait 2 marchés, on avait fait Vélizy et les Clés. Et ça avait très bien marché parce qu'en fait on a pu engager le dialogue avec des gens qui ne sont pas du tout centristes et on est resté des fois jusqu'à 20 minutes, une demi-heure à discuter avec les gens et ça il faut qu'on le refasse plus. Le MoDem aujourd'hui, au-delà du département, quelle place pour le MoDem dans le paysage politique français? Une place toujours à part forcément puisque avec la personnalité de François Bayrou... Mais vous dites ça avec regret ou pas? Non, pas du tout. Ça vous convient cette place à part? Oui, regret, oui et non. Non parce qu'on a une certaine indépendance et une certaine liberté. Ça, personne ne peut nous la nier. Un petit regret, c'est qu'on ne nous entend pas assez. Sur la place du MoDem, justement, nous avons réalisé un petit micro-trottoir et je vous laisse écouter et réagir ensuite. Je pense que maintenant, ça peut avoir du poids parce que les gens ne veulent plus... La gauche, la droite, c'est pas bon. Maintenant, ils n'ont pas forcément envie de voter pour les extrêmes. Alors, je pense qu'il y a un intermédiaire. Et c'est vrai que le centre a politiquement du mal à s'affirmer parce qu'en France, on est ou de droite ou de gauche. Et ça, moi, j'ai personnellement du mal à accepter. C'est un truc en voie de disparition, non? Il n'y a que Bayrou, il est tout seul. Ouais, le pauvre. Je sais pas qu'il a des mauvaises idées, mais enfin, il doit se sentir un peu seul dans sa cabine téléphonique. Bon, je pense ils ont pas, pour moi, ils font pas beaucoup de poids, donc il n'y a pas de. Et puis je vois pas ce qui. J'ai l'impression même qu'ils se cherchent. Alors vous voyez, s'ils se cherchent, moi je me cherche encore plus. Le MoDem se cherche. Ouais. Les 2 premières interventions étaient très bien. J'ai beaucoup aimé. Les autres un peu moins. Non, mais c'est normal que les gens réagissent comme ça parce qu'on a quand même, comment dire, notre positionnement, notre indépendance, on la paye cher en fait. Parce que depuis, à part en 2007 où finalement on est arrivé à 18% au premier tour de la présidentielle. C'était au lancement du MoDem. C'était au lancement du MoDem. Il y avait un véritable élan. Et moi d'ailleurs j'ai rejoint le mouvement à ce moment-là parce que c'était la première fois que je tombais sur un mouvement qui plaçait l'humain au centre de tout. Et même, j'irai plus loin, moi je ne parle pas de centrisme, parce que le centrisme, vous savez, ça a une connotation un peu péjorative. On prend toujours le centrisme pour quelqu'un de mou, qui serait... qui ne prend pas parti, ni oui ni non. Ouais, voilà. C'est pas ni oui ni non, je pense qu'on est en avance sur beaucoup de sujets. Sauf que ces sujets-là, j'ai pas d'explication rationnelle à ça, mais ils ne sont pas repris par les 2 grands partis. Quelque part, tant mieux, parce que quand il y aura une ouverture, on pourra s'engouffrer dedans. Mais voilà, mais effectivement, je pense que le centre, ou en tout cas des gens qui ont envie d'appliquer des solutions pragmatiques et réalistes, vont avoir un espace dans les années qui viennent. Mais le MoDem a aussi brouillé quelquefois son image avec un soutien à François Hollande, une opposition nette à Nicolas Sarkozy et malgré tout sur les élections comme les régionales par exemple, ce qui vous a permis de devenir conseiller régional, des alliances avec les Républicains. Et même on peut élargir, on avait fait un accord aussi pour les départementales aussi. Absolument. Ouais. Là, on se situe région par région ou département par département en fonction des projets qu'on nous propose. Si les projets nous semblent cohérents, on y va. Si nous ne sommes pas cohérents, on n'y va pas. Sur l'Île-de-France, c'était pas difficile d'être cohérent avec Valérie Pécresse, là, on est en plein dans le débat d'orientation budgétaire, vous le savez. Il y a eu quand même des audits qui ont été faits et ce qu'on pressentait s'avère exact. La gestion socialiste depuis 17 ans est une catastrophe. Donc il faut qu'on revienne à des choses normales, ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. D'autant plus que cet argent-là ne nous appartient pas, je vous rappelle, c'est le vôtre. Le vôtre aussi. Oui, le mien aussi. Ouais. Vous êtes citoyen également, oui. Avant même d'être élu. Justement, sur les premiers mois de Valérie Pécresse, quel regard vous portez? Puis sur votre place dans l'hémicycle, vous en êtes satisfait? Alors, sur les premiers mois de la présidence de Valérie Pécresse, elle met en place ce qu'elle avait promis pendant sa campagne. Je pense qu'effectivement, c'est le fameux syndrome des 100 jours, où il faut afficher sa volonté d'avancer sur les promesses
qu'on a faites et prouvé qu'on les tient. On y va, le budget qui a été présenté va dans ce sens-là, puisque c'est un budget très économe en fonctionnement et très dispendieux. Dispendieux comme il faut en investissement, c'est-à-dire qu'on on baisse complètement les subventions au niveau des fonctionnements des organismes, etc. En revanche, on augmente l'investissement. C'est un budget qui est lancé vers l'investissement. Nous, ça nous va très bien. On ne peut pas distribuer de l'argent qu'on n'a pas, parce que demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire des augmentations d'impôts pour les franciliens, et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, pour Valérie Pécresse, le début de mandat se passe exactement dans la droite ligne de sa campagne. Et alors pour vous? Pour nous, il faut qu'on trouve notre place parce qu'on Et pour vous même personnellement, au sein de l'hémicycle? C'est un premier mandat, donc c'est compliqué. On observe, on regarde. Il y a une partie quand même un petit peu de théâtre, etc. Vous voyez bien que quand on est en plénière à l'Assemblée régionale, c'est diffusé sur Internet. On est en représentation, il y a des effets de manche. J'aimerais que ces effets de manche, quelquefois, disparaissent. Voilà. Parce qu'il y a des fois des amendements qui sont proposés par les uns et les autres et qui sont frappés au coin du bon sens. Et là, j'aimerais bien qu'il y ait une espèce d'unanimité qui règne dans cet hémicycle. Il nous est arrivé, je vais vous faire un aveu, c'est pas polémique, c'est un constat, tout simplement. Si on regarde l'opposition, je mets le Front National à part, d'accord. Si on regarde l'opposition républicaine, ils vont pas aimer que je dise ça, le Front National, mais peu importe. Si je regarde l'opposition républicaine, on a, depuis le début de la mandature, adopté, je crois, 2 ou 3 fois plus d'amendements de l'opposition républicaine que l'ancienne majorité avait accordé aux Républicains au cours des 17 dernières années. Donc voilà, ça dit toute la mesure du truc. Il faut vraiment qu'on arrive sur des points précis qui vont dans l'intérêt des gens à trouver une espèce d'unanimité. Après les effets de manche, j'ai été journaliste, vous êtes journaliste, vous savez très bien ce qu'on peut en penser. À vous de faire le tri là-dedans, mais moi ça me gêne, quelque part ça me gêne. On va en parler de ça justement, de votre parcours aussi de journaliste pendant la seconde partie de ce café politique. Je vous laisse passer en salle, allez-y. L'invité du café politique aujourd'hui, Bruno Millienne du Modem des Yvelines, conseiller régional. En marge de ces mandats, vous avez aussi de nombreuses fonctions. Alors conseiller municipal à Jumeauville, président de Nature Paris aussi, l'agence régionale pour la nature et la biodiversité. Vous êtes aussi vice-président du comité régional de tourisme. Je regarde mes notes parce que de tête c'est compliqué. Élu au conseil d'administration de l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France. Ça fait beaucoup tout ça. Oui, mais c'est cohérent quelque part. Oui. À part le comité régional de tourisme, le reste est assez cohérent puisqu'on reste finalement dans l'environnement. Donc voilà, ça va être... Vous arrivez à tout... C'est compliqué parce qu'en même temps, je continue à être salarié de l'entreprise pour laquelle je travaille, que je remercie parce que franchement, ils sont très cool avec moi. Ouais. Il y a pas citer l'entreprise, il s'agit d'une chaîne de télévision. Du groupe M6. Voilà. Donc ils sont vraiment très civiques à ce niveau-là. Je peux rien leur reprocher, bien au contraire. Non, l'environnement, il y a 2 gros enjeux, moi, que je vois dans les années qui viennent. Il y a effectivement l'environnement est un enjeu majeur. Pas seulement en termes de biodiversité, même si ça vient de plus en plus, mais aussi en termes d'agriculture. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus continuer sur les modèles agricoles sur lesquels on est, en termes de traitement phytosanitaire. Je ne parle même pas d'enrondement ou de céréaliers, etc. Je pense qu'en Île-de-France, il va falloir qu'on réintroduise assez rapidement une agriculture diversifiée qui va du maraîchage, on en a, mais qui va du maraîchage, de la production de fruits, aux céréales, aux légumes, etc. Il faut aussi qu'on aille dans l'agroforesterie et puis il faut aussi qu'on remette de l'élevage. Il faut qu'on refasse toute la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a avec les produits phytosanitaires, qui tuent, c'est clair, qui tuent non seulement, qui sont dangereux pour la santé, mais les agriculteurs sont en train de tuer leur propre sol. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont sorties qui prouvent que sur certains sols, en 2030, ils seront infertiles. Donc là-dessus, Nature Paris a un sens, puisqu'on étudie beaucoup donc, la biodiversité des sols, etc. Et nous, on est à même de leur apporter des solutions alternatives qu'on veut bien expérimenter avec eux. Il n'est pas question de faire un truc dictatorial en disant vous allez changer de façon de faire. Non, voilà, s'il y en a qui sont, je lance un appel, s'il y a des agriculteurs qui sont pour changer leur façon de cultiver, qu'ils nous appellent, on les aidera à mettre en place un plan et on les suivra et on leur prouvera que le rendement, par une autre façon de faire de l'agriculture, peut être à l'identique de ce qu'ils ont aujourd'hui. Pourquoi ces questions agricoles sur l'environnement vous passionnent tant ? Parce qu'il y a 3 éléments qui devraient être sanctuarisés dans la vie de tous les jours et vous allez comprendre, c'est simple. La terre, l'eau et l'air. Mais c'est lié à quoi ? C'est lié à votre enfance Non, c'est lié à une réflexion personnelle. C'était peut-être pas comme ça avant, j'en avais pas conscience avant, mais tout d'un coup, j'ai été éveillé à ça. Et effectivement, il y a 3 éléments qui nous permettent de vivre qu'il faut sanctuariser.
On a été longtemps, si on parle d'agriculture, on a été longtemps dans l'agriculture d'exportation, alors que notre agriculture française ne nous permet pas même de nourrir la France. Commençons déjà par nourrir notre territoire, on verra comment on peut exporter après. Voilà, il faut qu'on change de paradigme. Il y a ça dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il va y avoir l'emploi, parce que là, moi, je ne vais pas jouer la langue de bois. D'ici à 2050, nous allons détruire, je vous l'annonce, 3 millions d'emplois en France. C'est vachement sympa ce que je vous dis. Pour parler juste des questions de conscience politique, vous auriez pu aussi, avec ces réflexions autour de l'environnement, vous orienter vers Europe Écologie et Verts, par exemple, une formation écologiste. Ça n'a pas été le cas? Non, parce que pour moi, ils sont trop dogmatiques. Si je suis rentré au MoDem, c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme. C'était votre premier engagement politique, hein, on le redit, mais 2007. 2007. C'est parce qu'il n'y avait pas de dogmatisme et que l'humain était placé au centre de tout et qu'on est ouvert à toutes les solutions qu'on peut nous proposer, d'où qu'elles viennent. Voilà, dès l'instant où elles sont effectivement réalistes, pragmatiques et surtout applicables rapidement et compréhensibles par tous. Parce que le problème de la politique aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si l'idée que vous proposez n'est pas comprise par les gens et que les gens ne peuvent pas y adhérer, eh ben vous n'avancez pas. C'est tout le problème dans lequel on est depuis plus de 20 ans. Sur le monde agricole, justement, les priorités, c'est transport public, lutter contre les déserts médicaux aussi, aider le monde agricole, et ça ne veut pas dire donner plus de subventions aussi. Ça fait partie des différentes réflexions que vous avez? Ouais, les subventions, il en faut. Pour moi, les subventions, c'est une solution court-termiste. C'est-à-dire qu'on va aider les gens sur un laps de temps relativement court. Alors ça va effectivement leur permettre de sortir la tête de l'eau, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de vision politique large de ce champ-là. On n'a pas de plan, on va dire, vers l'avenir. Moi, j'aimerais qu'on mette en place un plan d'ici à 2050 sur ce qu'on peut faire sur la ruralité et sur l'agriculture. Bon, je sais que le département des Yvelines va rendre son avis sur les assises de la ruralité qui sont tenues pendant à peu près 3-4 mois. Qui se dérouleront oui, c'est le 15 avril. D'ailleurs, j'irai pour voir les conclusions. Ça, c'est une démarche qui me paraît intéressante parce qu'on a été interroger les acteurs, on a été leur demander ce qu'ils voulaient et après, on va essayer de bâtir un plan pour pas seulement satisfaire les gens, mais les engager vers une solution économique et de vie en commun qu'ils souhaitent et qui va dans le bon sens. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse aussi pour l'agriculture. Là aujourd'hui, je vous promets que toutes les subventions qu'on donne, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit n'importe qui, c'est exactement comme des emplâtres sur une langue de bois, ou encore mieux, j'aime bien cette autre réflexion, comme soigner un hémophile avec un pansement. Voilà, c'est exactement la même chose, ça ne sert à rien. Il faut une vision d'avenir. Si on n'a pas de vision d'avenir, c'est même pas la peine d'y aller. Parce que ce que vous allez corriger pour les 2-3 ans qui viennent, 4 ou 5 ans après, ça va revenir. Si on quitte un petit peu le monde agricole et cet engagement politique et qu'on parle de votre parcours professionnel cette fois-ci, on l'a dit vite fait tout à l'heure, mais vous êtes journaliste, vous avez été journaliste. Atypique aussi parce que j'étais pas du tout destiné à faire ça, j'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis venu par le sport en fait, parce que j'ai longtemps joué au tennis. Comme je savais pas trop quoi faire de ma vie, je me suis dit tiens, je vais essayer ça, ça a marché. Et je pense que j'ai un parcours, je dois être né sous une bonne étoile parce que tout a fonctionné comme ça tout le temps. Donc j'ai fait du journalisme de 1983 jusqu'à 2010, jusqu'à mon arrivée à M6. Et puis déjà à Eurosport, mais j'avais encore la carte de presse, j'étais passé du côté de la mise à l'antenne, mais comme il y avait du travail éditorial à faire sur les programmes, on pouvait conserver notre carte de presse. En arrivant à M6, évidemment, il n'y avait plus de travail éditorial, donc j'ai abandonné ma carte de presse. Directeur de la continuité de l'antenne. Absolument. Pour être précis, pourquoi le journalisme, vous l'avez abandonné aussi comme ça? Vous en aviez marre ou... Parce qu'on m'a proposé d'autres challenges. Moi, j'ai une particularité qui peut être un défaut, c'est que quand je n'ai plus de projet, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, ça va pas. Donc voilà, j'étais arrivé un petit peu au bout du truc. J'ai eu la chance de connaître une chaîne que vous n'avez pas connue parce que vous êtes trop jeune, Wilfried, mais qui a été une expérience assez fantastique pour ceux qui l'ont connue, qui s'appelait France Supervision, qui était la première télévision 16/9 HD du service public, financée par l'Europe à l'époque, et on avait une totale liberté. On parle de quelle année là? Entre 91 et 96. Effectivement, voilà. Mais vous pouvez même pas imaginer tous ceux qui ont participé à cette chaîne, tout ce qu'ils ont appris sur la télévision. C'était énorme, parce qu'on faisait tout, on était des couteaux suisses en fait. Donc ça, c'était génial. Donc il vous faut toujours continuellement des projets pour avancer, et un jour vous consacrez uniquement à la politique. C'est envisageable? J'ai pas forcément de plan de carrière. Ça embête d'ailleurs un peu tout le monde parce que moi je me rappelle d'une réflexion de Sophie Primas, notre sénatrice, qui me disait « Bruno, on t'aime bien, mais avec toi, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas ce que tu cherches. » Ce que je cherche à faire avancer les choses, même si c'est d'un petit chouïa. Si à l'aube de ma vie, au moment où je serai
prêt à partir. Je peux, en regardant dans le rétroviseur, m'apercevoir que j'ai pu faire bouger les lignes sur 1 ou 2 points qui me tenaient à cœur. Je pense que j'aurais réussi déjà. Donc après, si l'opportunité se présente, bien sûr que j'ai envie de continuer. Et si demain, je peux faire que de la politique, oui, je ferai que ça. Parce qu'il y a des échéances importantes qui arrivent pour 2017, présidentielle, ensuite législative. Trop jeune pour les présidentielles. Présidentielle, législative, vous allez vous impliquer dans ces campagnes? La présidentielle, elle est relativement simple pour nous, en tout cas pour moi. Simple pour le MoDem, pas forcément, ça dépendra du candidat en fait. Si, c'est relativement simple, on le sait. Si Alain Juppé gagne la primaire, on le soutient. Voilà. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le paysage des candidats déclarés, pour l'instant, si vous regardez les candidats déclarés à la présidentielle, plus de la moitié d'entre eux étaient déjà là en 2007. D'accord ? Pas seulement ils étaient déjà là, mais ils étaient déjà là avec déjà les mêmes programmes. Donc, on ne va pas repartir, on ne va pas refaire le match. Ça se fait dans certaines émissions de foot, mais nous, on ne va pas le refaire. Donc, et Alain Juppé nous semble en tout cas, et me semble, l'homme politique de droite qui est le plus à même de rassembler largement. Pas du rassemblement de façade, où on va aller prendre 1 ou 2 élus à gauche comme ça pour faire beau dans le décor. Il n'apparaît pas forcément comme l'homme du renouveau politique non plus. Non, mais je pense que le gros avantage d'Alain Juppé, c'est qu'il ne fera qu'un mandat. Et à ce titre-là, s'il veut vraiment changer le paradigme politique tel qu'on le vit aujourd'hui, il sera le passeur de témoins. Il n'aura pas l'obsession d'obtenir un deuxième mandat. Il n'aura pas l'obsession du deuxième mandat. Et 2, il pourra jouer le passeur de témoins vers une autre politique. On va dire, ça ne plaît pas à tout le monde, mais un peu plus à l'allemande, une politique de coalition avec des progressistes en fait. Donc si c'est Alain Juppé, le MoDem soutiendra. Voilà, oui, si c'est pas Alain Juppé, c'est pas Alain Juppé, on ira. Le MoDem partira tout seul. Alors justement, nous sommes allés poser la question, Allez. le MoDem doit-il partir tout seul? Non, je pense qu'il doit faire une alliance. Parce que c'est un parti qui est pas, extrémiste, donc qui peut se rattacher à un autre et le modérer. Tous les partis, ils ont des bonnes idées, mais ils devraient se réunir avec les bonnes idées et arrêter avec les mauvaises idées. Oui, parce que c'est un parti à part entière, il faut que le centre soit représenté individuellement. Non, peut-être d'élargir ses voix, d'avoir au niveau quantité de voix, peut-être, je pense. Il faut qu'ils s'allient à quelqu'un d'autre, sinon tout seul, ils n'y arriveront pas. Trop petit parti. Vous voyez que c'est frappé au coin du bon sens. Oui. Donc quand je dis qu'on y va tout seul, on n'ira évidemment pas tout seul. Si on y va, on va drainer derrière nous un certain nombre d'abord de centristes, j'espère, d'autres partis centristes, c'est la première chose. Et pourquoi pas un certain nombre de progressistes, des républicains. Et on ira aussi, je pense, chercher des gens du côté des sociodémocrates qui nous suivront. Parce que si on présente un candidat centriste à la présidentielle, aujourd'hui, le seul crédible, c'est François Bayrou, qu'on le veuille ou non. Jean Lassalle. Député des Pyrénées-Atlantiques qui s'est mis en retrait du MoDem justement, et on l'imagine c'est parce qu'il pense aussi à la présidentielle. Non, mais j'aime beaucoup Jean, mais Jean, je pense qu'il a été excessivement marqué par son aventure de sa marche où il a rencontré tout le monde, et effectivement, je comprends sa démarche dans la mesure où il a rendu des carnets de notes à l'État, aux députés, à tout le monde, et il n'a pas été pris au sérieux. Les gens n'en ont pas assez tenu compte. Donc je pense qu'il a ça au fond de lui, qui le ronge un petit peu, et qu'il a peut-être envie d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Voilà. Mais ça fissure un peu la famille MoDem aussi. Après, après c'est juste, la fissure elle est plus au niveau de l'amitié entre François et Jean qu'au niveau du parti en lui-même. Parce que déjà il faut que Jean-Yves trouve les 500 signatures, ça va pas être évident. Il n'a pas de parti derrière lui, il n'est pas structuré, donc c'est compliqué. Seulement aujourd'hui il est encore député, et le MoDem a assez peu de députés finalement, et voilà. Et donc aujourd'hui pour se faire entendre dans l'hémicycle, c'est compliqué pour le MoDem aussi. Dans l'hémicycle c'est très compliqué. On se fait plus facilement écouter au Sénat. Qu'à l'Assemblée nationale. Alors qu'il y a des lois importantes, il y a la loi travail par exemple qui est discutée. N'oubliez pas quand même la navette, le bipartisme, on est quand même assez partisans. La navette fonctionne bien, le Sénat retoque beaucoup de choses, notamment sur la loi NOTRe, je pense qu'on en avait déjà parlé. Heureusement que le Sénat a retoqué certaines choses, sinon ça aurait pu être une catastrophe. Et parmi ceux qui sur la réorganisation territoriale des départements, des régions. Et une partie du retocage est due aux centristes, et notamment à la vice-présidente au Sénat, Jacqueline Gouraud, qui est quand même MoDem. Et c'est pas un hasard si Gérard Larcher l'a nommée vice-présidente au Sénat. J'évoquais très rapidement la loi travail, vous disiez tout à l'heure, on va détruire plusieurs milliers d'emplois dans les prochaines années, il faut réfléchir autour de tout ça. La question du revenu minimum obligatoire aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Ouais, ça ce sont deux choses qui me tiennent à cœur. Sur la loi travail, il y avait une chose très simple à faire. Alors très simple, comme ça intellectuellement, après il faut calculer.
C'est plus compliqué à mettre en œuvre, je n'en doute absolument pas, mais je pense qu'on aurait dû aller vers un contrat de travail unique à droit progressif. Parce que ça, c'est la possibilité, notamment pour les PME et les TPE, de savoir sur quoi elles s'engagent et sur quelle durée elles s'engagent. Comment ça pourrait fonctionner concrètement, un tel contrat? Concrètement, vous embauchez quelqu'un, on oublie, il n'y a plus de CDD. Vous avez quelqu'un pour 1 an, vous allez l'embaucher, la personne va rester pendant 1 an chez vous, au bout d'1 an, elle aura acquis un certain nombre de droits sociaux qui lui permettront de tenir le temps de retrouver quelque chose. Plus vous progressez dans la même société sur le temps de travail, et plus vous allez acquérir des droits sociaux qui reviendront à un CDI de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça permet de faire la transition sur les 2-3 premières années, notamment pour les jeunes, de boulot où c'est compliqué, souvent pour les TPE et les PME, parce qu'on parle toujours des grosses entreprises, mais celles qui pourvoient les emplois, ce sont les TPE et les PME. Aujourd'hui, elles n'embauchent plus. On a ce problème-là. Donc il faut leur donner à eux de la souplesse d'embaucher et de débaucher, parce que l'embauche et l'embauche et le licenciement, chez eux, c'est surtout fonction du carnet de commandes. Un patron de TPE ou de PME, c'est pas un plaisir pour lui de licencier. On le sait très bien tous, ce sont des entreprises plutôt assez paternalistes dans la façon d'être, assez proches de leurs collaborateurs, et c'est souvent un crève-cœur d'avoir à licencier quelqu'un. Donc, si c'est fait de manière compréhensive par les deux parties, c'est-à-dire que chacun sait exactement à quoi il s'engage, c'est un contrat qu'on passe entre deux personnes, enfin entre une entreprise et un collaborateur. Chacun va respecter sa part de contrat, on sait pour combien de temps c'est, si ça dure plus longtemps, eh ben on continue, etc. Donc ça, c'est un petit peu plus simple à mettre en place. Je pense que les syndicats des salariés, les syndicats patronaux auraient pu se retrouver sur ce type de contrat. Là, on est rentré dans un grand... n'importe quoi. On va avoir des droits au licenciement à 2 vitesses, selon que vous êtes une petite entreprise ou une grosse entreprise. Non mais vous imaginez, encore plus clair. Les accords de branche vont primer sur les accords d'entreprise ou l'inverse, on ne sait plus d'ailleurs. Et puis surtout, la loi, elle fait 151 pages. Mon Dieu, arrêtez. On n'a plus besoin de ça, on a besoin de trucs simples. Voilà, 5 lignes ou 6 lignes directrices, et après, c'est les accords de branche et les accords d'entreprise qui vont développer tout ça. Ça, c'est pour la loi travail. Et sur le revenu minimum obligatoire? Le revenu minimum obligatoire, la réflexion, elle vient à la fois, on l'a vu, de la révolution numérique aujourd'hui, qui a quand même détruit quelques emplois, mais c'est rien à côté de la révolution qui nous attend avec l'intelligence artificielle et la robotisation. Là, les emplois peu qualifiés, ça va être catastrophique. Là, il ne faut pas mentir aux gens. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Ils savent lire, ils écoutent la télé, ils écoutent la radio. Donc, ils vont être très vite au courant. Donc, il faut les former pour accéder aux postes plus qualifiés? Oui, non, mais ça va être compliqué parce qu'il n'y aura pas du boulot pour tout le monde. Parce que qui dit robot, dit pas de boulot pour tout le monde. Donc, c'est prévu, le MIT, par exemple, a lancé une étude. En 2050, on aura détruit 3 millions d'emplois en France. Donc, l'inversion de la courbe du chômage, excusez-moi de vous le dire, mais moi, j'y crois pas. J'espère que pour lui, que François Hollande ne base pas sa présentation à la présidentielle. Pourtant, c'est ce qu'il avait là-dessus, parce que du coup, il ne sera pas candidat. Mais il faut réfléchir à un autre système de protection, finalement, des gens. Aujourd'hui, on est perdu dans une foultitude d'allocations, d'accord, dont même certaines ne servent pas à des gens qui pourraient y avoir droit, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils y ont droit. Déjà, pour commencer. Ça nous coûte un fric fou pour gérer tout ça, alors que le revenu minimum universel, le principe, il est simple. De la naissance à la mort, que vous ayez un emploi ou pas, vous allez toucher un revenu minimum. Ça veut dire que vous enlevez toutes les autres allocations, hors chômage et retraite, d'accord, toutes les autres, vous les enlevez. Si on part de la base du RSA aujourd'hui, par exemple, à 425 € pour un adulte, c'est individualisé. Il y a des calculs qui ont été faits. Pour les gens qui sont les plus riches, ça représenterait entre 125 et 160 € d'impôts en plus par an, ce qui, je pense, est absorbable. Et pour les plus pauvres, ça leur donnerait du pouvoir d'achat supplémentaire. Un exemple simple, je ne vais pas vous embêter très longtemps avec ça, mais un exemple simple. Aujourd'hui, vous avez le RSA. Votre compagne a le RSA. Vous cumulez vos deux RSA. Vous vous mariez, vous ne cumulez plus 2 fois 425 €, ce qui fait 850. Vous retombez à 625. Vous perdez du pouvoir d'achat. Vous allez prendre une mission d'intérim. Vous allez être désinscrit du RSA. Vous sortez de votre mission d'intérim, reparcours du combattant pour obtenir le RSA. Ça, plus les aides à la rentrée scolaire, etc. Tout ça, il faut que ça s'arrête, les allocations. Il y a trop de choses. Ça veut dire qu'avec ce revenu minimum aussi, ça ne va pas forcément motiver pour aller travailler. C'est ce qu'on va vous objecter. On va vous dire que ensuite, derrière tout ça, pourquoi aller travailler si on a un revenu minimum uniquement à 425 € par mois, je pense que vous allez être motivé pour aller bosser quand même. Sachant que vous le gardez de toute façon. Donc il faut trouver quelque chose de plus simple. Ça va avec l'impôt
l'impôt, le prélèvement de l'impôt à la source aussi, bien évidemment, et individualisé. Donc beaucoup de réformes et de choses à mettre en place. Mais c'est une piste intéressante. Le plus grand défenseur de cela, et pas chez nous, il n'est pas au MoDem, c'est Frédéric Lefebvre. Et je trouve qu'en France en tout cas, et je trouve que cette théorie est assez intéressante, elle est à étudier. La Finlande le fait déjà. Une dernière question, puisqu'on parlait du centre globalement avec vous, avec le MoDem, une dernière question pour conclure cette émission. La différence entre le MoDem et l'UDI, votre parti centriste? Une seule famille au centre? Il y a une première différence, c'est que nous on s'est toujours confronté au suffrage des gens tout seuls, jusqu'à maintenant. On sait où ça nous a mené. Donc ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu au niveau de l'UDI. J'ai plein d'amis UDI, donc c'est compliqué de les critiquer. Mais ça me gêne chez eux. C'est un regroupement de chapelles. On sait bien qu'ils n'ont pas tous la même tendance. Nous, on est quand même un mouvement qui est uni, puisqu'il n'y en a qu'un. J'attends de voir comment vont se passer les primaires. J'aimerais beaucoup que l'UDI insiste énormément sur le I d'indépendance. Pour l'instant, l'UDI ne part pas dans cette primaire. Oui, pour l'instant. Il y a encore des discussions jusqu'au mois de novembre. Voilà, donc on verra l'issue des discussions. J'aimerais vraiment que le grand centre réunifié existe. Il faudrait qu'on y arrive. Nous, la porte est ouverte depuis très longtemps. Ils ont une conception ils ont peut-être eu raison. Ils ont des mandats. Ils ont eu des mandats en alliance. Ils sont présents dans le paysage politique français plus que nous. Mais sur la foi d'alliance qu'on n'aurait peut-être pas faite nous au moment où eux l'ont faite. Voilà, c'est tout. Après, le jour où ils deviennent indépendants, moi, il n'y a pas de problème. Merci Bruno Millet d'avoir participé à ce café politique.